Tout à coup, on dit qu'il faut favoriser l'industrie. Mais comme il y a la guerre en Ukraine, la Commission veut devenir le patron de la défense en Europe. Surtout pas. C'est dramatique si ça arrive. Parce que la Commission européenne, qui avait deux pouvoirs majeurs par le traité de Rome, qui était le droit de la concurrence et la politique commerciale, est en échec sur les deux domaines où elle était en compétence. Bonjour Christian Saint-Étienne, vous êtes professeur des universités émérites, vous êtes titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, vous êtes bardé de diplômes prestigieux en économie, London School of Economics, l'université Carnegie, Paris 2, l'ESCP Europe, vous vous dites politiquement centriste, et vous êtes conseiller d'ailleurs de Paris sous l'étiquette LR. J'ai été conseiller de Paris jusqu'en 2020. Ah, alors vous n'êtes plus conseiller de Paris, mais vous l'avez été. J'ai fait 2 mandats. Voilà, et je finirai en disant que vous avez obtenu beaucoup de prix et écrit de très nombreux livres. On va pas tous les citer, mais je voudrais citer le dernier paru, qui est Le conflit sino-américain pour la domination mondiale. Il est paru en 2023 aux éditions Alpha. Alors, j'ai souhaité vous rencontrer parce que vous êtes intervenu le 20 mars 2025 dans le cadre de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, qui se penche sur les freins à la réindustrialisation de la France. Commission extrêmement utile, à l'initiative du Rassemblement national, mais présidée par le député macroniste des Yvelines, Charles Rodwell. Le rapporteur est Alexandre Loubet, qui est un élu Rassemblement national de Moselle. Alors les objectifs, de cette commission, ça consiste à comprendre pourquoi la désindustrialisation a eu lieu ces 4 dernières décennies, l'ambition est vaste, les causes des difficultés des industriels aujourd'hui, et puis surtout comment lever les freins à la désindustrialisation de la France. Alors on aura les conclusions de cette commission d'enquête le 18 août, donc je voulais vous demander, peut-être première question, les Français s'inquiètent de l'économie française, vous le savez, les chefs d'entreprise aussi, Bernard Arnault et Patrick Pouyanné en ont fait état et ont tiré la sonnette d'alarme pas plus tard qu'en janvier dernier. La dette de la France ne rassure personne, et j'ai envie de vous poser la question, et vous, avons-nous quelques raisons d'être optimistes à court ou moyen terme sur l'économie française ? Alors, si on veut être optimiste, le potentiel est très élevé. Mais c'est un potentiel très élevé qui n'est pas exploité depuis au moins 30 ans, notamment par idéologie. Donc, en particulier excès de fiscalité, donc l'impôt de production et les cotisations sociales massives, qui font que la France a le record à la fois le record du monde de la dépense publique, et c'est un des pays les plus imposés sur la planète. Donc, avec les conséquences que les plus entreprenants ont tendance à partir, ou en dépit de l'inventivité de notre peuple, nous avons beaucoup de start-up, dès qu'elles réussissent, qui vont se coter, ou en tout cas qui allaient se coter aux États-Unis. On va voir si avec le phénomène Trump ça continue, dans la mesure où il remet en cause une partie de l'état de droit américain, mais on a un potentiel considérable qui en réalité est aujourd'hui mal exploité. Nous avons une économie qui stagne comme l'ensemble de la zone euro. La zone euro est en fait la zone de non-croissance de la planète. La croissance de la zone euro depuis 20 ans, c'est un tout petit peu plus de 1% par an, 1,1%. Alors que la planète croît à 3% par an, donc le poids de la zone euro dans le monde baisse régulièrement, massivement.
Si on regarde au bout de 20 ans, on perd massivement des places au plan international. Et la France a un taux de croissance qui est à peu près celui de la zone euro, si ce n'est qu'il est acquis par endettement. Donc on a un endettement qui maintient un niveau de vie, mais par la destruction du bilan de la France, puisque face aux actifs de toute nature, nous avons une dette qui monte, donc sans contrepartie de croissance. Si au moins on pouvait dire, bon, on s'endette, mais on croît plus vite que les autres. Mais quand vous stagnez comme les autres et que vous endettez, c'est que l'organisation sociétale et politique du pays est mauvaise. Donc à court terme, à moyen terme, je ne suis pas optimiste. Je pense qu'il faudra une crise massive de réajustement de la situation économique et sociale. Les prestations sociales sont à un niveau désormais insupportable. Nous avons, comme je le disais, le record du monde de la dépense publique avec 57% du PIB en dépenses publiques, alors que la moyenne de la zone euro, quand on compare la France à la moyenne des autres pays de la zone euro, nous sommes 20 dans la zone euro, si on compare la France à la moyenne des 19 autres pays, nous sommes 9 points de PIB au-dessus des autres en dépenses publiques, et nous avons un déficit public au-dessus de 5. Donc si on avait le même niveau de dépenses publiques que les autres, on pourrait éliminer le déficit et réduire les impôts. Et ces 9 points de PIB d'excès de dépenses publiques, ils s'expliquent à hauteur de 7 points de PIB par un excès de dépenses sociales, 2,5 points au titre des retraites, mais également un régime de chômage qui reste très favorable par rapport à l'Allemagne, par exemple, et puis un ensemble d'allocations absolument massifs, allocations logement, les allocations familiales qui devraient être recentrées sur les 4 premiers enfants pour dynamiser la création les naissances, puisqu'on on est en perte en baisse de natalité depuis quelques années. Donc on a un tableau général qui est mauvais alors que le potentiel est colossal. Le potentiel est colossal parce que il faut quand même le rappeler, surtout si on voyage un petit peu, la France est un des plus beaux pays du monde. Les étrangers en sont conscients, voilà, en tout cas, qui se il n'y a aucun pays France. au monde où vous avez autant de belles choses sur un territoire aussi petit. Vous avez bien sûr de belles choses aux États-Unis ou en Asie, mais généralement au milieu de territoires sans intérêt. Alors que là, vous passez d'une région à l'autre et c'est toujours merveilleux. Simplement, on a cassé l'envie de créer, de travailler au début de ce siècle, pas seulement par les 35 heures. Alors les 35 heures, elles ont eu un effet économique, mais elles ont eu un effet sociétal massif. C'est-à-dire qu'on a installé l'idée que c'était le monde de la fin du travail, ce qui est totalement faux, puisque encore aujourd'hui, par exemple, on recherche entre 300 et 400 000 personnes par an en termes d'emplois non pourvus. Donc on a un problème de compétences, on a un problème de qualification, on a un problème d'éducation, notamment d'éducation primaire. On dispose maintenant de beaucoup d'études. À peu près 18% des enfants sortent de l'école primaire sans maîtriser les 3 compétences de base, lecture, écriture, calcul. Donc, ce qui est un scandale absolu, on bousille notre jeunesse. On sait les réformes qu'il faut faire, mais on ne veut pas les faire pour des raisons idéologiques et syndicales. Je dis simplement un mot là, parce que c'est clé. On dispose des travaux de Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France, qui a beaucoup étudié ces questions d'éducation. Et il a établi que les 3 années clés de la formation des enfants, c'est la dernière année de maternelle, le cours préparatoire et le CE1. Et que les enfants qui sont perdus, ils le sont à la fin du CE1. Bon, c'est-à-dire qu'on a loupé le démarrage. Et le chiffre terrifiant, c'est que
le niveau de compétence à la fin du CE1 est prédictif à 80% du niveau à 18 ans. Et vous savez qu'on assiste à un développement de cette jeunesse qu'on appelle nette, hein, c'est-à-dire qui n'est ni en emploi, ni en formation, ni en travail. Il y a à peu près entre 2 et 3 millions de jeunes dans la nature qui ne travaillent pas, qui vivent d'expédients. Donc c'est un problème absolument majeur, cette question d'éducation. Bon, si on parle de ça, juste un mot, ces enfants néanmoins, on les envoie au collège, où ils sont encore plus en perdition, alors que, comme vous le savez, on n'a jamais favorisé l'enseignement professionnel. Beaucoup d'entre eux pourraient éventuellement se rattraper dans l'enseignement professionnel, à condition de faire un effort sur lecture, écriture, calcul. Dans un monde du numérique, lâcher les gamins qui ne savent pas lire, écrire, c'est monstrueux. Donc, il y a un énorme effort à faire sur l'éducation. Et puis, il faut casser cette idée qui ressort à chaque fois. Alors avant, c'était Internet, maintenant c'est l'intelligence artificielle, où on nous dit qu'il n'y aura pas de travail. De ce point de vue, il faut quand même rappeler, placez-vous en 1800. Vous êtes dans un pays d'un peu plus de 20 millions d'habitants, avec 90% de la population dans le monde rural et 80% de la population active dans l'agriculture. Hein. Et vous avez un débat, hein, et vous annoncez qu'en 2025, on aura triplé la population et on aura 2% des gens qui travailleront dans l'agriculture. Les gens seront horrifiés, ils vous diront mais il y aura un chômage général. En fait, les gens, les 98% qui ne sont pas dans l'agriculture, ils ont, du fait de l'innovation humaine, trouvé des emplois dans des domaines totalement différents, qui auraient imaginé... dire qu'il faut faire confiance au développement de l'économie, c'est ça? Qui auraient imaginé qu'on développerait le numérique comme on le fait aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle va amener d'autres activités. On aura toujours besoin de gens, mais de gens compétents, motivés et qui sont récompensés dans leur travail. Donc ça trace la direction des réformes qu'il faudrait faire si on voulait remettre la France en dynamique positive. Alors vous nous avez brossé un tableau saisissant du gâchis français, et alors je voulais revenir sur un des aspects que vous avez évoqué rapidement et qui est celui de cette commission d'enquête et qui est celui de la désindustrialisation française. Alors vous avez dit aux parlementaires, la France étant massivement désindustrialisée depuis 25 ans, nous avons perdu notre pouvoir d'influence en Europe. Alors, je voulais vous demander qui a désindustrialisé la France, comment, par quelle politique et pourquoi, comment est-ce qu'on en est arrivé là dans ce pays qui était un grand pays industriel sans remonter à Napoléon III, encore avant-guerre et même après la guerre. Alors, il y a eu 3 grandes révolutions industrielles, la révolution de la vapeur dans les années 1780, la révolution de l'électricité et du moteur à explosion dans les années 1880, et la révolution en fait, ça va au-delà du numérique. Le numérique est une sous-partie de la révolution informatique qui se déploie depuis les années 1980. Il y a à peu près 200 personnes dans le monde qui étudient ces révolutions industrielles pour comprendre la nature des transformations à l'œuvre et les implications. Et donc, la France a été en pointe dans les 2 premières. Elle a raté la 3e. C'est un sujet clé, absolument fondamental. Alors pourquoi on a raté la 3e? L'Europe dans son ensemble a largement raté la 3e. On n'a pas compris la transformation à l'œuvre avec l'informatique, alors même que l'Europe était en pointe dans la science informatique, mais on n'a pas su le transformer en technologie. On a néanmoins, par exemple, dans les années 70-80, on avait voulu développer l'informatique, mais on l'a fait de manière administrative, alors que les Américains, quand ils s'y sont mis dans les années 80-90, l'ont fait en développant des entreprises qui sont devenues des géants
qui nous rackettent aujourd'hui d'ailleurs, puisque les GAFAM, nous sommes dans le monde des GAFAM, et les GAFAM rackettent l'Europe, et sous Trump, il veut en faire des instruments de domination sur l'Europe. Donc nous n'avons pas de GAFAM, les Français n'ont pas de GAFAM, les Allemands non plus, l'Europe n'a pas de GAFAM. Aujourd'hui, le monde est structuré entre les GAFAM, c'est-à-dire les Google, Apple, Facebook, Amazon, et de l'autre côté, on a les BATHX, c'est-à-dire de l'autre côté, c'est-à-dire en Chine, parce que nous sommes dans un combat depuis une vingtaine d'années pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui avec autour de l'Ukraine. Voilà. Et donc l'Europe est marginalisée. Voilà. Et donc ces deux pays, c'est 43% du PIB mondial, c'est 60% des dépenses militaires mondiales, mais c'est 80% des licornes, c'est-à-dire ces entreprises qui sont valorisées plus d'1 milliard de dollars, ces startups valorisées plus d'1 milliard de dollars, et ces deux pays dominent 90%, sont propriétaires de 90% voire même plus, des startups et des licornes dans l'intelligence artificielle. Donc on a deux géants qui dominent l'économie mondiale. La Russie est en appendice aujourd'hui de la Chine. La Russie restant une puissance du fait que, en héritage de l'Union soviétique, elle a 6000 têtes nucléaires comme les États-Unis. Donc la Russie, c'est 6000 têtes nucléaires, plus le pétrole et les matières premières, plus un dictateur qui, en même temps, veut protéger son pays. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pas l'Ukraine, mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'Ukraine. On aurait vraisemblablement pu éviter cette guerre. Donc, dans cette transformation sur la base de l'informatique, il n'y a pas eu de politique intelligente suivie dans la durée en Europe ni en France. Mais dans ce contexte général, la France, gauche et droite confondues, s'est convaincue dans les années 90 que nous étions entrés dans un nouveau monde, c'est-à-dire que c'est une erreur stratégique absolue, c'est-à-dire qu'alors qu'on rentrait dans la troisième révolution industrielle, les élites françaises se sont convaincues qu'on entrait dans un monde post-industriel, post-travail, et donc on a laissé chuter l'industrie, on ne l'a pas défendue, et par ailleurs on est rentré dans l'euro en 99 en croyant que cette monnaie allait nous protéger de nos erreurs, alors que l'euro est un accélérateur des erreurs des pays. C'est-à-dire que si vous ne gardez pas votre productivité, votre compétitivité, et si vous vous endettez, l'euro accentue et accélère les conséquences de vos erreurs. C'est pas compris. Au passage, ça peut être un autre sujet un jour. Très peu de gens, je pense moins d'une personne sur 1000 en France, même peut-être moins, sait ou comprend que l'euro est une monnaie étrangère. L'euro n'est pas notre monnaie. C'est une monnaie étrangère. Pourquoi ? Parce que c'est une monnaie collective dominée par les Allemands. Oui, donc c'est une monnaie étrangère qui circule en France. Donc cette question est absolument fondamentale pour l'avenir. Mais donc à partir du moment où on s'est convaincu que c'était alors, la qui fin nous a du convaincus ? travail... Moi je pense à Attali, à Alain Minc, etc. Oui, qui parlaient du partage il y a eu aussi des travaux international du travail, etc. Jérémy Rifkin avait fait un livre sur la fin du travail en 93 qui n'a eu aucun impact aux États-Unis, mais un énorme impact en France parce que la société française avait envie d'entendre que c'était la fin du travail. Et les 35 heures sont en fait la conséquence de ce phénomène, puisque quand Chirac dissout en 97, entre la dissolution de 97 et celle de 2022, il faudrait comprendre que non, celle de 2024, il faudrait comprendre qu'il faut arrêter définitivement de dissoudre parce que ça se termine toujours par une catastrophe. Mais donc, la gauche est arrivée dans la campagne en disant on va faire les 35 heures payées 39 parce que de toute façon, il n'y aura plus de travail. Donc c'était une erreur colossale. On a fortement alourdi en charge sociale la production parce que justement, il a fallu compenser le 35 heures payées 39 heures. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça a eu des implications sociétales et politiques massives, c'est-à-dire que les gens se sont désinvestis du travail.
de façon fascinante. Le secteur économico-social qui a été le plus impacté en France par cette réforme, ça a été l'hôpital public, où vous aviez, quand on avait les 39 heures, des infirmières qui faisaient sans problème 45 heures payées 39 heures. Et du jour où on a mis les 35 heures, les gens s'arrêtaient à 34 heures 59 minutes. Parce qu'on leur a mis dans l'idée qu'il fallait qu'il n'y avait plus de travail, il fallait partager le travail. Et donc on a tué l'esprit du travail. Alors, on ne peut pas changer la nature des gens, donc... Dans une société en plus, le peuple français est un peuple naturellement travailleur et naturellement industrieux. Donc, même quand vous imposez une idéologie comme ça, vous avez 60% de la population qui continue de bien faire son travail, mais quand vous devez porter les 40 autres pourcents qui se disent que la vie est cool et que il vaut mieux partager le travail ou pas travailler du tout parce que tout va bien, et voire même mettre en place un revenu universel qui permettra à chacun de assouvir ses fins sans travailler, sans produire, ben vous avez une société qui est extrêmement alourdie, et c'est ça le poids de la dépense publique. Sur les 57 points de dépenses publiques, vous avez 34 points de PIB de dépenses publiques, c'est-à-dire plus de 60% de la dépense publique qui est de la redistribution. La dépense publique, elle est financée par des prélèvements sur la production, et à travers la dépense, la protection sociale est une redistribution de la production. Donc, donc ça, c'est pas compris, et surtout, on a cassé l'éthique du travail. Voilà. Et alors, on sait d'où ça vient, hein, c'était les 35 heures de Martine Aubry notamment, mais est-ce que la droite et la gauche n'ont pas participé toutes les deux finalement, puisque, de la même erreur voilà, en France, les partis de gouvernement? Il faut bien voir que ça a commencé dans les années 90 et que la droite a participé, comme je le disais, c'était gauche et droite confondues. Et la première mesure de réduction de la durée du travail, c'était la réforme de 96 par la droite, la réforme qui avait été mise en œuvre donc en 96 et qui néanmoins n'était pas obligatoire et qui essentiellement s'appliquait dans les entreprises industrielles. Mais ça a été un désastre quand on l'a généralisé à une économie de services. Puisque dans une économie industrielle, si vous avez des gens à 39 heures, même qui passent à 32 heures, mais qu'au même moment vous doublez les équipes sur une base de machines massives, ben, vous pouvez augmenter la production. Il faut savoir que dans l'industrie, le coût du travail, c'est entre 15 et 20% du coût de revient. Dans les services, c'est 70%. Donc, une réforme qui pouvait se comprendre dans une industrie très capitalistique était un désastre dans une économie de services. Alors, vous faites la description finalement d'une grande naïveté française et européenne. Hein. Est-ce qu'on est vraiment des euro-naïfs? L'Europe est aujourd'hui dominée par l'Allemagne, hein, qui déclasse la France petit à petit, vous y avez fait allusion tout à l'heure. Est-ce que c'est le reflet du poids économique de l'Allemagne, tout simplement, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons sachant que nos dirigeants ont toujours été très européens, très européistes. La France a été le moteur de l'Europe. C'est nous qui avons créé l'Europe, hein, il faut toujours le rappeler. C'est nous qui avons créé l'Europe. C'est le discours Schuman de 1950. Après, on crée la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et puis, donc, en 1957, après l'échec de la Communauté européenne de défense, on met en place donc le marché commun. Mais le marché commun, c'était juste un marché de biens et services. C'était pas l'Europe qui décide pour nous. Donc l'Europe, dans la Commission européenne, dans les traités européens, n'a que 2 compétences propres. C'est le droit de la concurrence et la politique commerciale. Tout le reste a été rajouté après, sauf que dans les 2 compétences majeures qui sont la base de pouvoir de la Commission européenne, elle a échoué.
Elle n'a pas été capable de comprendre la transformation numérique que j'évoquais. Et donc, on a un droit de la concurrence extrêmement statique qui ne comprend pas les transformations du monde, alors que, par exemple, le droit de la concurrence aux États-Unis, c'est un droit de la concurrence extrêmement dynamique qui prend en compte la société de l'innovation. Et sur la politique commerciale, on a été d'une naïveté absolue. On a laissé les Chinois vendre sans limite. Par exemple, sur les voitures électriques, les Américains ont mis des taxes de 100%. Nous avons, par exemple, des taxes de 15% sur les voitures électriques chinoises. Donc, on ne pourra pas développer sainement la voiture électrique en Europe sur ces bases. En clair, vous dites que la Chine ne joue pas avec les mêmes règles Alors, la Chine ne que joue la France pas. ou l'Europe. Alors, la Chine est rentrée par effraction en 2001 à l'OMC. Je dis par effraction parce que c'est à la suite du 11 septembre. Les Américains permettent à la Chine de rentrer à l'OMC en croyant que les Chinois étaient de leur côté. Mais les Chinois rentrent sans signer les protocoles sur l'interdiction des subventions aux entreprises pour exporter, sur l'ouverture des marchés publics, ainsi de suite. Donc, c'est un aller simple pour eux. Ils exportent sans limite, mais c'est très difficile d'exporter chez eux. Et le seul pays, d'ailleurs, qui arrivait un peu à exporter chez eux... L'Union européenne accepte ça. Donc, le seul pays qui arrivait à exporter un peu en Chine, c'était l'Allemagne. Et comme l'Allemagne avait pris le contrôle de l'Europe et l'Allemagne est également très présente, elle a compris que la Commission était un levier de puissance majeure. Vous avez beaucoup d'Allemands dans les services de la Commission, alors que les Français s'igalent par nature dans ce domaine. On pense qu'il suffit de faire des discours et que tout va bien. Les Allemands, eux, ils entrent dans les organisations et ils orientent l'activité. Nous, on fait des grands discours à la Macron, à la Mitterrand, à la Chirac, et puis après, on passe à autre chose en croyant qu'on a changé le monde par un discours. Tout le monde rigole. Donc, c'est le travail quotidien qui fait le changement. Donc, alors, le résultat... le résultat, c'est que nous sommes le pays d'Europe, parmi les grands pays du monde, nous sommes le pays le plus désindustrialisé. Le poids de l'industrie manufacturière dans la zone euro, aujourd'hui, c'est 14,5% du PIB. La France, c'est 9,5%. Donc, on a 5 points de retard sur la zone euro. Et c'est un problème majeur parce que quand vous regardez les exportations mondiales de biens et services hors matières premières et énergie, les 3/4 des exportations mondiales sont des exportations de produits industriels. Donc vous n'avez pas d'industrie, pas d'exportation. Et donc ça explique notre déficit extérieur. Le déficit extérieur est encore plus inquiétant que le déficit public parce que ça veut dire que nous consommons plus que ce que nous produisons. Je voulais juste revenir une seconde parce que je pense que ça intéressera vos auditeurs. Pourquoi, malgré tout, on fait cette erreur colossale à la fin des années 90, avec cette idéologie tarée de la fin du travail. Je dis tarée parce que c'est une idéologie qui est multiforme et qui est dans l'erreur totale dans chacun des éléments de cette multiforme. C'est une incompréhension du monde économique, une incompréhension du monde industriel, une incompréhension du monde du travail, une incompréhension de l'innovation, une incompréhension de la motivation pour travailler. Donc, nous avons des techniciens qui recueillent nos propos. Si on leur prend 90% du fruit de leur travail, ils vont quitter la France, surtout s'ils sont bons. Alors, on n'a pas compris que si on veut motiver les gens, il faut les laisser entreprendre, il faut les laisser innover, il faut leur laisser le fruit de leur travail. Donc, quand vous avez une fiscalité qui étouffe, nous sommes étouffés en France par la fiscalité. C'est une fiscalité qui est devenue destructive. Voilà. Et donc, parce que il faut ajouter, nous avons des prélèvements obligatoires autour de 44% du PIB, mais si vous avez 6% de déficit, il faut bien comprendre que ce sont des impôts futurs. Donc, le poids de la fiscalité en France, c'est 50% du PIB. Ça veut dire quand vous vous levez le matin, l'État vous pique la moitié de ce que vous allez produire dans la journée. Et en plus, une grande partie de ce qu'on vous prend... C'est un record mondial. C'est un record mondial. Et faut bien comprendre que ce qu'on vous prend, c'est pour nourrir des gens qui ne vont pas aller bosser. Donc, c'est une situation ubuesque et sans équivalent dans le monde aujourd'hui. En plus, on a eu une discussion tout l'automne
dont les gens ne mesurent pas les conséquences, au Parlement sur le budget, où tous les jours il y avait une nouvelle proposition d'impôt. Et quand vous prenez la nature des parlementaires, il n'y a quasiment pas d'entrepreneurs et de gens qui travaillent dans le secteur privé au Parlement. Hein. Donc ce sont uniquement des discours d'envie, de reproches et des discours infiniment médiocres sur un partage sans fondement. Donc les gens, tous les entrepreneurs et les gens actifs, les ouvriers, ingénieurs qualifiés qui écoutent en allant au boulot des discours comme ça, ils se disent mais pourquoi je vais aller travailler, hein? Et l'autre point que je voulais évoquer très rapidement, parce que pourquoi on n'en sort pas de ce truc, hein? Ça, c'est un point qui va vous intéresser. Parce que tout ça, c'est l'objet de travaux considérables qui sont en cours actuellement. Et il faut que ces travaux soient connus. Pourquoi on est aussi nul, alors qu'on est un grand peuple et un grand pays? C'est important de se poser cette question. C'est une vraie question. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les années 90, on paru dans les élites françaises 2 catégories de personnes qui ont fait les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, elles ont été faites, c'était une époque où il y avait, comme depuis la première révolution industrielle, beaucoup d'ingénieurs dans les élites dirigeantes, premièrement, et de 45 à 85, 90, on avait beaucoup de résistants dans la politique. C'est-à-dire des gens qui n'étaient peut-être pas ingénieurs, qui pouvaient être bouchers, ouvriers ou paysans, mais qui étaient allés au carton. Et c'était ces gens-là. Donc, quand vous allez au carton dans une guerre... Il y avait du courage physique. Voilà, et moral. Courage physique et moral. Donc, c'était des gens... patriotes. Les patriotes, donc c'était des gens qui faisaient la loi. Et ces gens qui faisaient la loi, c'était des gens courageux, dynamiques et avec des industriels. Donc on avait des lois qui favorisaient le développement économique. Mais depuis les années 90, les résistants sont morts et ont quitté la politique en tout cas. Et les ingénieurs ont été écartés par les énarques. Alors moi je ne fais pas un discours anti-énarque. J'ai été une année président du concours de sortie de l'ENA en économie. J'ai pas voulu renouveler en me le proposant parce que les copies d'économie n'étaient pas bonnes, mais l'ENA a été créée pour former des administrateurs. Le problème, c'est qu'ils sont sortis de l'administration et qu'ils ont fait des dégâts parce qu'ils ne sont pas formés pour travailler en dehors de l'administration. Mais donc, nous avons des élites qui ne comprennent pas le monde dans lequel nous sommes, et donc c'est pour ça qu'on a énormément de mal à redresser là-bas. Alors, vous donnez quelques exemples très frappants. Il y en a un, vous dites l'Union européenne vient de se rendre compte qu'on a accès à 2% des marchés publics chinois, on revient un peu en Chine, alors que les Chinois ont accès à la quasi-totalité de nos marchés publics. Premier exemple de la fameuse naïveté dont on parlait tout à l'heure. Incroyable. Alors, vous citez aussi beaucoup d'autres exemples du même type avec l'Allemagne. L'Allemagne est le pays européen qui profite le plus du commerce avec les États-Unis, mais lorsqu'il y a des sanctions des USA, c'est la France qui écope des sanctions. Enfin, en tout cas, de l'essentiel des effets des sanctions. Parce que quand la Commission écrit la liste des produits américains qui vont être taxés en contrepartie des taxations de produits européens par Trump, elle choisit des produits français emblématiques qui font que Trump frappe les produits français, et alors que les Allemands, à nouveau, se cachent derrière les produits français. Et donc, ça va être le vin, les alcools, les bateaux de sport nautique. La France étant le premier pays mondial, par exemple, c'est peu su sur la filière nautique. Sur vin, alcool, c'est 4 milliards d'exportations. Ce sont des rares filières où la France reste extrêmement dynamique. Et les Allemands s'organisent toujours avec la Commission pour cogner sur la France, et avec une classe dirigeante qui ne comprend rien sur la nature des échanges, sur la nature de la révolution industrielle dans laquelle nous sommes. On est sans réaction. Et comme on n'est pas suffisamment présent à Bruxelles, on laisse ça faire. Et par exemple, on a eu une réaction de Bayrou, mais une fois que la liste était sortie, en disant « Ah, mais c'est pas normal, c'est une vieille liste de 2018 de produits, il fallait la mettre à jour ». Et le gouvernement français a fait quoi
pour anticiper la mise à jour de la liste. Voilà, donc on a une classe dirigeante qui discourt sans comprendre le monde et sans prise sur le monde. Alors évidemment, on pourrait maintenant imaginer ce qu'il faudrait faire pour remettre la France debout, si vous voulez que j'en dise quelques mots. Alors, tout à l'heure, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Pourquoi est-ce que les dirigeants européens ont agi de la sorte, celle que vous décrivez? Est-ce que c'est par incompétence crasse ou est-ce que c'est par aveuglement idéologique, européiste ou mondialiste? Alors, c'est un aveuglement idéologique sur l'idée que on est dans un monde ouvert sans souveraineté et qu'on est sur des marchés mondiaux sur lesquels il suffit d'avoir de l'argent et on peut acheter tout. On avait déjà découvert avec le Covid que la souveraineté existe, que les Chinois se servaient eux-mêmes d'abord avant d'exporter quand il y a une crise. On l'a redécouvert au moment de la crise sur les microprocesseurs en 2022-23, où on a dû arrêter les chaînes de production européennes d'automobiles parce qu'on manquait de microprocesseurs venant d'Asie. Et donc, on a un petit réveil au niveau européen depuis 2023-24, mais c'est surtout les élections européennes de juin 2024 qui ont eu un impact au niveau européen, puisque le Parlement européen et la Commission ont été complètement dominés pendant les 20 années avant 2024 par les Verts et les socialistes. Et on a eu en juin 2024 un petit mouvement vers la droite en Europe et notamment en faveur des Allemands. Et alors les Allemands voulaient défendre leur industrie, donc ça a conduit à ce qu'en 2025 la Commission commence à dire qu'on va revenir sur une partie des mesures qui avaient été prises dans les 15 dernières années, et notamment depuis le Green Deal de 2019, et qui sont nocives pour l'économie et l'industrie. Et donc, cette idéologie libre-échangiste sans contrepartie, elle avait effectivement conduit à ce que les Chinois pouvaient exporter sans limite dans tous les domaines, mais que nous n'avions accès qu'à 2% de la commande publique chinoise. Alors, il y avait quand même depuis 5-6 ans des gens qui disaient bon, il faut arrêter ça. Mais les Allemands bloquaient toute tentative de changer ça parce qu'ils avaient des exportations très importantes d'automobiles vers la Chine. Si ce n'est qu'avec la montée extrêmement rapide de l'industrie automobile chinoise, ils exportent beaucoup moins vers la Chine, et de ce fait, ils sont en train de revoir leurs orientations politiques et stratégiques de la politique commerciale et industrielle de l'Europe, qu'ils ont imposé à tout le monde pendant 20 ans, surtout dans un contexte où la France se désindustrialisait. Donc, au fond, les Allemands disaient la seule industrie qui reste, c'est nous, et donc c'est nous qui décidons ce qu'il faut faire. Bien, alors on va pas laisser nos lecteurs et nos auditeurs ou spectateurs sur ces constats assez rudes, mais précis et justifiés, avec talent. Vous dites à la Commission, vous avez dit, avec 30 ans de retard, on commence à se rendre compte du désastre. Alors ça, c'est peut-être positif. Vous voulez parler peut-être des solutions. Vous dites, je veux que la France reste une grande nation, libre et indépendante, ce qui n'est pas le cas. Vous voulez arrêter de confier à la Commission européenne l'ensemble des pouvoirs qu'on lui a confiés et aller plutôt vers un concert des nations, si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est-à-dire une politique qui respecte l'identité des peuples, les racines, les intérêts des nations. Alors, est-ce que ça vous paraît possible, urgent, et est-ce que dans le cas de la structure actuelle de l'Union européenne, est-ce qu'on peut honnêtement et avec quelques éléments rêver de cette solution? Alors, dans la situation actuelle, non. Et avec le président Macron, qui est plutôt un européiste béat, qui ne comprend pas les questions industrielles, comme on l'a démontré les 7 ans qu'il a exercé le pouvoir, pendant lesquels il a exercé le pouvoir. Donc, en fait, l'Europe se rend compte, notamment avec le rapport Draghi, de ce qui a eu un gros impact, c'est-à-dire que ce qui est dans le rapport Draghi
D'autres le disaient, dont moi, depuis 15 ans, mais le rapport Draghi commandé par l'Union européenne a eu un impact majeur, il faut s'en féliciter. Et donc, tout à coup, depuis ce rapport Draghi publié en septembre 2024, tout le monde se réveille en disant ça ne va pas. Alors tout le monde se réveille, attention, dans les discours à nouveau. Hein. Les Européens, sur le plan politique, discours quand les Américains et les Chinois agissent. Hein, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Et donc, tout à coup, on dit il faut refavoriser l'industrie, mais comme il y a la guerre en Ukraine, la Commission veut devenir le patron de la défense en Europe. Surtout pas. C'est dramatique si ça arrive. Hein, parce que la Commission européenne, qui avait deux pouvoirs majeurs par le traité de Rome, qui étaient le droit de la concurrence et la politique commerciale, est en échec sur les deux domaines où elle était en compétence. Donc, elle fait ce que toutes les bureaucraties font dans ce cas-là. Elles essayent de se déverser ailleurs pour cacher leur échec. Donc il ne faut surtout pas les laisser investir la question de la défense, parce qu'on sait très bien ce qui est en jeu, c'est que l'Europe veut prendre le contrôle des capacités militaires françaises, de ce qui nous reste d'ailleurs dans ce domaine, parce qu'on a sous-investi également. Donc c'est pour ça que je milite pour qu'on réindustrialise et réarme en même temps, parce que quand on réarme, on développe l'industrie de défense. Or, aujourd'hui, les industries de défense sont totalement duales. Aujourd'hui, les armes, c'est 80% de numérique comme l'industrie. Donc, quand vous développez, quand vous menez une politique de réarmement, vous réindustrialisez, vous contribuez à la réindustrialisation. Et donc, il ne faut surtout pas laisser l'Union européenne, la Commission européenne, prendre le contrôle de la défense ou des autres secteurs, notamment l'industrie. Donc, c'est pour ça que je sors un livre en mai, 14 mai peut-être, ou le 15 mai 2025, qui s'appelle Trump et nous, mais qui est en fait une analyse des échecs de l'Europe depuis 20 ans. Et je dis qu'il faut absolument recentrer l'Europe sur ces deux compétences de base qui sont données par les traités, mais il faut revenir à ces deux compétences. La concurrence, mais en faisant évoluer la doctrine sur la concurrence pour la calquer sur la concurrence dynamique américaine, et sur la politique commerciale, mais avec une politique de souveraineté sur le plan commercial. Et pour le reste, il faut que la Commission européenne devienne un simple secrétariat du Conseil européen, mais il ne faut surtout pas se mettre dans les mains des bureaucrates de Bruxelles qui sont largement dominés par l'Allemagne. Et en plus, toute la politique de réveil de l'Europe et de reconstruction d'une capacité de défense européenne peut parfaitement se faire par un concert des nations, par de l'intergouvernemental, qui était d'ailleurs la base du plan Fouché proposé par De Gaulle en 62, et qui doit servir de matrice pour la transformation de l'Europe, d'une Europe qui doit devenir souveraine, mais cette souveraineté doit être acquise par un concert des nations et surtout pas sous le contrôle de la bureaucratie européenne. Alors un mot là-dessus, il faut en avoir conscience. Oui, parce que c'est elle qui a le pouvoir pour l'instant. C'est elle qui a le pouvoir. Est-ce qu'elle peut changer ou est-ce que vous pensez qu'il faudra... Non, une bureaucratie ne change pas. Jamais. Une révolte populaire? Non, c'est pas une révolte populaire. C'est qu'il faut à la tête de la France des gens qui comprennent ce qui se passe et qui soient prêts à créer une crise avec l'Europe et avec l'Allemagne. Hein? Il faut arrêter de se coucher. On se couche depuis 25 ans. Macron, il s'est couché six fois sous la terre par des discours vaseux et vides. Donc, il faut reconstruire une capacité d'action en France. Ça suppose des réformes et un travail massif. Il faut se remettre au travail, réindustrialiser. Dans la commission que vous citiez, j'ai donné des pistes. Je suis également un chroniqueur aux Échos, j'ai beaucoup écrit là-dessus, et sur la réindustrialisation, et dans beaucoup d'ouvrages collectifs sur cette question de réindustrialisation. Mais il faut mener une politique ambitieuse au niveau français et arrêter de faire des discours vaseux en se couchant devant Bruxelles et devant l'Allemagne. Christian Saint-Etienne, merci infiniment pour cet entretien décapant. Allez visiter notre site bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à BV, le grand quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Vous trouverez toutes les modalités de dons sur notre site. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.